Bon, je m'appelle Jean Debourg. Je suis un des co-organisateurs de la conférence. Je travaille pour l'Université des Nations Unies à l'heure actuelle. Je suis très heureux de présenter ce panel qui va présenter sur le rôle des organismes humanitaires qui doivent soutenir le principe, certains principes fondamentaux qui ont été remis en question à un certain moment. Je tiens à présenter le panel avant de céder la parole à l'animateur. Il y a le chercheur principal à l'Institut de la justice mondiale, Clémentine Olivier, qui est la troisième personne conseillère en affaires humanitaires, Médecins sans frontières Canada, Marie Lemanche, adjointe au directeur à l'Institut de Montréal sur le génocide et les études sur les droits de la personne, et l'animateur Kyle Matthews, directeur adjoint principal à l'Institut de Montréal sur le génocide et les études sur les droits de la personne à l'Université Concordia. Vous avez à votre disposition 1 heure et 10 minutes à peu près. Je suis heureux d'être ici présent aujourd'hui. Je tiens à remercier les organisateurs d'avoir fait venir tous les intervenants dans la même pièce pour traiter de la question des droits de la personne et l'avancement des êtres humains et les gens qui sont déplacés par la violence et ciblés par la violence. Nous allons parler du rôle des ONG pour la promotion de ce principe. Pour ceux qui s'y connaissent, en fait, ça découle des catastrophes militaires dans les années 90, à savoir le génocide du Rwanda, où plusieurs millions de personnes ont été tuées au cours de quelques mois, et la situation au Balkan. Et tant les gouvernements que les ONG n'ont pas réagi à temps. Alors cela a soulevé la question comment prévenir les crimes d'humanité. Kofi Annan, qui était directeur général aux Nations Unies à l'époque, avait abordé M. Axworthy et il avait demandé au Canada de mettre sur pied une commission qui traiterait de cette question. Alors, si vous êtes un gouvernement, vous devez faire tout en votre pouvoir pour prévenir le génocide de vos citoyens. Cela ne vient pas du Canada. C'était quelqu'un de l'institution Brooks qui avait formulé cette idée. Donc, d'où est découlée la responsabilité de protéger. En 2005, tous les membres des Nations Unies ont endossé le principe de la responsabilité de protéger, qui, se traduirait par de l'infrastructure et la volonté politique pour prévenir la génocide, les crimes contre l'humanité, le nettoyage ethnique et les crimes de guerre sérieux. Bien d'entre vous ont œuvré à fournir de l'aide aux victimes des atrocités. Human Rights Watch et Oxfam International ont contribué à cette tâche. Il y a une coalition internationale à New York qui représente 85 ONG. Il y a également un bureau du R2P aux Nations Unies. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus d'infrastructures qui sont mises au profit pour la promotion de ce principe. Et le Canada y participe activement. Si on se penche, si on tient compte des crises qui se déroulent à l'heure actuelle à l'échelle du monde, on voit que on constate qu'il n'y a pas de financement suffisant pour les réfugiés de la Syrie. Donc, il faut mieux apprendre à réagir plus rapidement pour empêcher les sociétés et les gouvernements de
en fait, commettent des crimes contre l'humanité. Donc, je vais céder la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Kyle, et merci aux organisateurs de la conférence de m'avoir invité ici. J'ai très hâte de participer à cette discussion avec vous. J'aimerais m'attarder sur le R2P. Les intervenants humanitaires ce sont les États qui sont principalement responsables et cela découle d'un document de 2009 formulé par les Nations Unies et je pense que ça vaut la peine de s'y attarder. Il y a 3 piliers qui ont la responsabilité de protéger, à savoir les États contre les guerres les crimes de guerre et contre l'humanité. En fait, et ensuite, le deuxième pilier, c'est le milieu international, la collectivité internationale. Les acteurs humanitaires peuvent jouer un rôle important, quoique les États jouent le rôle primordial. Donc, le pilier 2 devrait venir en aide aux États et aux collectivités. Pilier 3, c'est le plus controversé, que la communauté internationale devrait agir en temps opportun lorsque il y a échec de protéger les sociétés contre le génocide et ainsi de suite. La commission ICES avait donc formulé des façon à en fait contrer ce genre de crimes contre l'humanité et tout ce qui en découle. La souveraineté des États dépend de la responsabilité des États de prévenir les crimes contre l'humanité. Donc la souveraineté de l'État est primordial lorsqu'il s'agit de protéger les populations. Le R2P n'est pas toujours pertinent lorsqu'il s'agit de crises humanitaires. En fait, il y en a bien d'autres en dehors de ces 4 aspects assez étroits dont on a fait mention. Il y a des questions plus controversées, à savoir le tremblement de terre à Haïti n'est pas une situation R2P. Bernard Kouchner avait invoqué R2P il y a plusieurs années, mais la plupart des intervenants internationaux n'étaient pas d'accord avec lui à l'époque. Ça ne voulait pas dire autant que le gouvernement en question n'agissait pas correctement, mais cela voulait dire que, en fait, ça déclenchait pas pour autant le R2P. Il y a d'autres en fait, catastrophes d'ordre humanitaire où les organismes humanitaires peuvent agir, mais qui ne correspondent pas pour autant à des situations R2P. Mais en fait, les génocides, les crimes contre l'humanité, par définition, constituent des situations humanitaires. Donc, il y a un grand écart entre le principe du R2P et les crises humanitaires, dont la coercion. Le R2P permet la coercion dans certaines circonstances très limitées. En fait, ce dont j'ai hâte de parler, c'est le suivant. Que peuvent faire les organismes humanitaires dans le cadre d'une intervention R2P? On a parlé du Centre mondial, il y a des organismes de développement ou de défense de la personne qui jouent un rôle important, mais il faut tenir compte également des acteurs non gouvernementaux, entre autres, dans cet ensemble d'organismes humanitaires. On a donc soulever la possibilité que le principe du R2P en fait, peut rendre plus difficile la tâche des organismes humanitaires. Donc, ce n'est pas indiqué de passer toutes les crises humanitaires par cette optique du R2P. Alors, quels sont les principes de l'humanitarisme, en fait, de la neutralité et de l'indépendance? Je pense que
il incombe aux organismes de la défense de la personne qui invoquent les situations R2P de ne pas mettre en péril leur rôle opérationnel. Et je vais vous faire valoir les données tout à l'heure. Certains de ces organismes font du très bon travail R2P, même si ce n'est pas perçu comme tel. D'autres organismes vont mettre leur personnel à risque s'ils invoquent le R2P. Et à mon avis, ils ne devraient pas agir ainsi. Mais ce devrait être à ces organismes de prendre leurs propres décisions. L'intervention constitue un aspect très important du R2P. Et les organismes humanitaires et les organismes de défense de la personne peuvent tenir compte des principes de R2P de façon moins politisée, même s'il s'agit d'invoquer des propos qui ne cadrent pas tout à fait avec ce qui est énoncé officiellement dans les R2P. Donc il y a en fait des interventions en cas de catastrophe humanitaire où les organismes R2P peuvent agir. Les scientifiques politiques se penchent sur la façon dont les Nations Unies et les médias en fait peuvent contribuer à endiguer ce genre d'atrocités. Donc il s'agit de travail de défense de la personne. Mais je ne pense pas que tous les organismes humanitaires devraient en fait participer à ces gestes humanitaires. Passons maintenant aux Médecins sans frontières. Lors de la génocide de Rwanda, on avait dit que les médecins ne pouvaient pas empêcher les génocides, mais je tiens à présenter notre prochain conférencier qui va prendre la parole sur cet enjeu. Je vais me lever si ça ne vous dérange pas. There we go. Working, not working, working. I'm going to... Eh bien, je tiens à soulever certaines préoccupations quant au troisième pilier du R2P. Enfin, d'après ce que j'ai constaté sur le terrain, dans le cadre de mon travail pour les Médecins sans frontières, je ne parle pas au nom des ONG en général, mais je tiens quand même à vous parler de quelques enjeux. Médecins sans frontières n'est pas un organisme pacifique et nous ne sommes pas favorables à l'indifférence manifestée à l'échelle mondiale. Mais nous avons nos propres préoccupations quant aux aspects militaires du cadre R2P. En fait, la responsabilité collective pour empêcher ces atrocités et ces génocides n'est pas remise en question. But the military response as part of R2P is controversial. Mais l'intervention militaire dans le cadre d'une réponse R2P soulève des questions d'ordre pratique. Le recours à la violence à des fins humanitaires et à la force pour protéger les populations constitue des questions controversées. Tout d'abord, le recours à la violence dans le cadre de l'aide humanitaire. Je ne remets pas en question le recours à la force, mais au nom plutôt des valeurs humanitaires. Lorsqu'il s'agit du recours ultime, le dernier recours pour venir en aide aux sociétés de façon humanitaire. Il existe une contradiction fondamentale car les principes humanitaires visent la prévention de la guerre, justement. L'aide humanitaire est censée endiguer la violence et ne peut pas pour autant justifier une nouvelle vague de violence. Voici une de mes images préférées. Comme on a déclaré en 1994, je vais les citer,
La loi humanitaire découle de la prémisse que tout conflit armé va se traduire par de la souffrance humaine et donc qu'il faut établir des règles pour endiguer cette souffrance. Ce serait donc indéfensable sur le plan juridique d'invoquer ce même principe, même dans des cas extrêmes, pour tenter de prévenir un génocide ou une guerre contre l'humanité. Donc les organismes humanitaires ne devraient pas être militarisés en aucun cas. En fait, il y a certains arguments qui sont invoqués pour recourir à la violence. Mais il s'agit là d'actes de guerre et donc la neutralité n'est plus possible. Donc, si on intervient sur le plan militaire pour défendre un parti, en fait, cela représente un acte de guerre et ne se traduit pas forcément par une intervention humanitaire. Lorsque les organismes humanitaires tels que Médecins sans frontières interviennent dans les cas de conflit, il y a un principe opérationnel selon lequel l'organisme ne peut pas prendre un parti, épouser une cause quelconque. Donc, les organismes humanitaires demeurent de tierces parties et ils ne devraient pas être ciblés à cause d'avoir posé des gestes violents ou de guerre. Donc, ces principes sont contradictoires. Si on militarise un convoi humanitaire, ce convoi devient forcément un cible. Et même si sur le plan théorique, c'est peut-être pas le cas, sur le terrain, concrètement, c'est malheureusement le cas. Alors, ce sont des crimes définis comme tels par les lois humanitaires mondiales. Le R2P, malheureusement, est assujetti à une interprétation très politisée. Malheureusement, juste au moment où il serait possible pour d'autres intervenants d'agir de façon non politisée. Le R2P donne l'illusion d'une assise juridique dans le cas de situations très politisées. Et en fait, c'est le Conseil de la sécurité, selon la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 2005, qui prévoit que, en fait, ce n'est pas au cadre R2P d'être invoqué. Cela se traduit par des incohérences dans les applications pratiques, telles que le recours international, le recours à la force contre la Libye. Cela a souligné les difficultés à limiter la protection seulement aux populations. Il faut avouer que quand le R2P fonctionne bien ou est couronné de succès, on ne sait pas si, justement, c'est grâce au R2P. Les échecs sont évidents, alors que les cas de succès sont difficiles à évaluer. Bon, ça n'a rien à voir avec le système qui fonctionne. Ça ne veut pas dire pour autant que si ça ne fonctionne pas dans certains cas, que ça devrait être en fait éliminé comme outil dans la trousse d'outils. Comme j'ai dit tout à l'heure, une intervention dans le cadre du principe R2P en fait fait en sorte que un organisme humanitaire va épouser une cause et précise et que l'autre partie va en souffrir par conséquent.
Sur le rôle des ONG, quant au troisième pilier, la responsabilité de protéger, en fait, incombe aux États. Les ONG n'ont pas de rôle légitime à cet égard-là. Alors, invoquer la guerre, en fait, aura un impact sur la sécurité nationale, par exemple. Les ONG, d'ores et déjà, prennent trop de responsabilités lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes dans le monde. La prévention est très politisée déjà. Bon, passons aux recommandations et aux récapitulatifs. Enfin, en ce qui concerne les ONG humanitaires, tels que Médecins sans frontières, lorsqu'on intervient en temps de conflit, en fait, il ne faut pas qu'on soit perçu comme épousant une cause unique, parce que ça, en fait, remet en question notre indépendance. Et cela empêche notre accès à la population. Première recommandation, le R2P est révolutionnaire dans le sens où on déclare que la souveraineté n'est pas un droit absolu. Cependant, la notion du R2P dépend des vétos, du pouvoir de veto des 5 membres permanents des Nations Unies du Conseil de la sécurité. Il est lacunaire dans la mesure où il y a une contradiction entre l'intervention armée et le rôle des ONG qui est plutôt davantage humanitaire. Malgré le bien fondé de ces intentions, il s'agit quand même d'interventions militaires et ce qui, en fait, depuis 1944, plutôt, il s'agit d'un crime contre l'humanité selon le droit international si les Nations Unies n'ont pas donné leur autorisation au déclenchement d'une guerre. Donc il faut donc préciser les obligations qui incombent aux organismes internationaux quand ils ont recours à la force. Les travailleurs humanitaires ne sont pas des cibles. Et le fait d'invoquer un cadre R2P remet en question ce principe de travailleurs humanitaires et les met à risque. Bon, par exemple, on passe du principe de protéger un hôpital pour des fins humanitaires à la décision de protéger un hôpital pour des fins militaires. Clémentine s'assoit et Marie Lamanche va passer au micro. La voici. Merci. Ma présentation portera sur plusieurs organisations et n'est pas limitée à Médecins sans frontières. Et pour voir quelle est la doctrine en matière de responsabilité de protection. Et en particulier, des ONG, la société civile peut y participer. Depuis près d'une décennie, les acteurs de la société civile et les ONG de différentes régions géographiques sont intervenus dans le développement et la mise au point de la doctrine R2P. Dans de nombreux cas, ces intervenants sont des partenaires indirects à l'application des principes du R2P. Alors, que font les ONG pour empêcher des atrocités généralisées? Tout d'abord, on intervient auprès des États
et autres organismes. C'est amplement développé dans la littérature. Et en fait, on cherche à modifier le comportement et attirer l'attention sur la réglementation pertinente. Plusieurs groupes et ONG utilisent les principes du R2P de leurs activités et utilisent le vocabulaire du R2P. On reconnaît que le R2P représente l'engagement à protéger la population des atrocités. Mais d'une façon générale, on est également d'accord pour dire qu'il doit y avoir davantage d'engagement des autres acteurs, tels que les médias, les organisations régionales et internationales, les juristes, etc. Plusieurs ONG ont soulevé ce principe auprès donc des autres ONG, des universités, des gouvernements et des médias. Et cet engagement peut permettre aux ONG d'utiliser et d'appliquer les principes R2P pour se protéger dans leur travail. Par exemple, les groupes de promotion tels que Oxfam ont publié plusieurs textes sur le R2P comme étant la norme internationale et invoquent régulièrement ces grands principes pour dire que la communauté internationale ne devrait pas tolérer des génocides ou devrait intervenir en cas de catastrophe internationale. Beaucoup ont consacré du travail au développement du R2P. Par exemple, l'un des protagonistes du R2P est Gord Evans, qui a co-présidé la Commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des États. Maintenant, au niveau du mécanisme de résolution des conflits entre les médias, plusieurs ONG et organismes locaux de la société civile appuient les efforts visant à faire de la médiation, résoudre sans violence les conflits. D'autres font appel à la diversité et la tolérance pour essayer de subdiviser les divisions sociales ou idéologiques entre les groupes pour augmenter l'interdépendance socio-économique. Un organisme de ce style cherche à travailler au niveau local par le biais des médias pour faire avancer ces principes. Par exemple, au Nigeria, il y a production de programmes radio par les communautés locales. Ils ont produit également dans 16 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie un programme. Et maintenant, en Afrique, on cherche à utiliser les vidéos YouTube et les médias sociaux pour engager la discussion entre les divers intervenants. Il y a quelque chose que nous avons commencé à faire, c'est le lancement de programmes de formation professionnelle. Plusieurs organismes tels que le nôtre ont lancé des programmes de formation dans leur pays d'origine ou à l'étranger pour former en particulier le personnel militaire, les civils, les ONG, le personnel des organisations internationales sur la façon d'essayer de minimiser les risques pour les civils. Un certain nombre d'organismes internationaux ont renforcé, ont développé des politiques régionales visant à empêcher les atrocités de masse. La surveillance et le suivi de ces atrocités doivent également intervenir. Le goal de la responsabilité de protection, c'est la protection contre les génocides et les crimes de guerre. Pour une protection efficace, il faut bien connaître la fragilité de la situation et les agences locales, internationales et autres doivent en reconnaître tous les signes. Par exemple, lorsqu'on entend des discours haineux ou les réactions des communautés, la situation mérite de faire le suivi ou d'engager la communauté internationale pour mettre au point des mesures préventives.
ou comme on peut le faire dans certains cas, faire intervenir des acteurs au niveau international en lançant des conférences et en essayant de partager l'information au niveau national, international ou régional. Par exemple, on a tendance à faire appel aux médias traditionnels. Nous avons un groupe d'une vingtaine de stagiaires qui surveillent les journaux et la radio dans 16 pays, y compris l'Irak et autres pays du Moyen-Orient. L'un des partenaires dans ces projets a lancé une nouvelle initiative. C'est un projet qui a été lancé en 2011 pour faire le suivi des situations inquiétantes. On utilise une plateforme de visualisation pour transmettre des données provenant de sources fiables pour démontrer exactement quels sont les points névralgiques ou bien où ont pris place certaines attaques. On démontre que les incidents sont reliés les uns aux autres, on essaie de définir des tendances, on fait appel aux journaux locaux, aux médias sociaux, aux publications de propagande. Passons à la technologie humanitaire. La technologie, comme chacun sait, évolue rapidement en accessibilité et sophistication, même dans les pays sous-développés. Le secteur des ONG travaille avec les spécialistes de la technologie pour voir comment on peut utiliser la technologie dans la prévention. C'est particulièrement vrai en matière de communication et d'information. On ne peut pas empêcher des manifestations massives d'atrocités, mais néanmoins, on peut essayer de les prévenir en fournissant en particulier des moyens de détection de conflits potentiels. La création de ces technologies permet de rendre plus efficace le travail des ONG de plusieurs façons. Par exemple, au niveau de la communication de l'information, gestion de l'information et dissémination de la dite information. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'imagerie qui peut être utilisée, par exemple, au Darfour, pour indiquer les villages qui ont été brûlés par les forces gouvernementales. Voici un projet, par exemple, au Kenya. Et il y a également les organismes humanitaires qui commencent à utiliser ces moyens. Donc, je pense que beaucoup plus d'ONG devraient participer aux activités de responsabilité de protection. Mais d'abord, il faut comprendre qu'il s'agit d'une responsabilité partagée. Ce n'est pas seulement la responsabilité des États, mais les ONG interviennent également. L'un des problèmes qui a été mentionné, c'est que le R2P est politisé largement. Il y a des notions de souveraineté et les ONG nuisent à la souveraineté en quelque sorte. Il nous faut donc obtenir l'acceptation pour appliquer les principes du R2P. Il nous faut participer également et travailler conjointement avec les acteurs régionaux et nationaux. Au niveau des technologies, il faut faire appel aux technologies qui peuvent protéger les populations ou bien qui peuvent avoir des éléments humanitaires. Il faut pouvoir mobiliser le monde politique aux crises existantes, mais souvent on voit que les communautés et les États restent sans réaction. Finalement, le financement reste une des grosses problématiques, comme vous le savez très bien. Nous dépensons beaucoup d'énergie et de temps à essayer de trouver de l'argent pour développer certains projets.
pour conclure, les atrocités ne vont pas disparaître du jour au lendemain et il nous faut déployer nos efforts pour leur élimination et leur prévention. Les ONG doivent travailler dans divers secteurs et diverses régions géographiques et sont appelées à jouer un rôle. La RDP est la responsabilité des États, certes, mais c'est une responsabilité partagée également avec les ONG. Je vous remercie de votre aimable attention. Well, we've had three different... Nous avons entendu plusieurs approches sur la responsabilité de la protection. Il s'agit de protéger les populations civiles, bien sûr, non seulement au niveau des victimes de guerre, mais essayer d'aller à la source des conflits et de les arrêter au niveau embryonnaire pour qu'ils ne grandissent pas et ne se développent pas comme ce fut le cas au Rwanda. Alors, c'est un long voyage, différentes solutions sont proposées, il y a de nombreux participants, mais comme nos collègues l'ont dit, il y a néanmoins des problèmes, des tensions, des dilemmes qu'il nous faut surmonter. Maintenant, nous allons passer à la discussion, pas seulement entre nos experts, mais au niveau de la salle, et aussi bien d'ailleurs que les gens qui nous écoutent en ligne et qui peuvent réagir sur Twitter. Et si vous voulez prendre la parole, je vous demanderai de bien vouloir vous identifier et de nous indiquer à qui vous vous adressez. Je m'appelle Adrien Di Giovanni, je travaille donc dans un organisme du gouvernement fédéral canadien, IDRC, et j'aurai des questions ou commentaires à proposer. Je pense que dans la discussion, on est passé à côté d'un point très important, c'est que le RDP n'a pas force de loi au niveau international. C'est une nouvelle tendance, pas plus. C'est extrêmement intéressant et beaucoup de travaux intéressants ont été faits pour essayer de mettre ces principes en œuvre. Et plusieurs parties des allocutions portaient là-dessus, mais on a fait référence également à une résolution du Conseil de sécurité sur la Libye. Mais dès que l'approche a été adoptée, il y a eu beaucoup de réactions négatives et de débats. Et c'est pourquoi les choses ne se sont pas répétées en ce qui concerne la Syrie, parce qu'il y a des aspects de légitimité, des aspects juridiques qui interviennent. Alors encore une fois, c'est une nouvelle doctrine, mais elle n'a pas force de loi. Et la souveraineté territoriale des pays est inviolable en vertu de la Charte des Nations Unies. Et la position des Nations Unies à cet égard, si cette doctrine doit être mise en œuvre, le Conseil de sécurité a également son mot à dire, conformément à la Charte, encore une fois. Alors, le problème est de savoir où il faut porter l'effort, dans la mesure où on ne peut pas faire face sur tous les fronts. Est-ce que l'on va essayer d'obtenir un consensus en faveur de cette nouvelle doctrine ou bien va-t-on se porter au niveau opérationnel pour faire engager les pays et leur faire valoir leurs propres responsabilités de protection? Peut-être que je vais vous paraître un peu strict et rigide, mais le débat autour de la Libye et de la Syrie a démontré que ces distinctions sont importantes et la souveraineté des États reste valable, qu'on le veuille ou non. Alors, qui, parmi les panélistes, va répondre? Là, vous nous faites valoir que ce n'a pas force de loi, mais néanmoins, le droit international est en évolution lui-même. Et donc, il y a quand même des obligations qui sont attribuées aux États. Merci de cette question. Vous avez parfaitement raison, ce n'a pas force de loi dans l'état actuel des choses. Et donc, il faut que les divers acteurs fassent pression sur les différentes organisations et les gouvernements pour leur faire valoir quelles sont leurs responsabilités, même si ça ne fait pas partie du droit international. Il est vrai que le document fait référence
à la Charte des Nations Unies, par exemple. Mais je crois qu'il faut de toute façon passer par le Conseil de sécurité. Cela ne veut pas dire pour autant qu'aucune intervention n'est permissible sans résolution du Conseil de sécurité. Donc il y a des cas de R2P dans lesquels la souveraineté n'est pas vraiment violée, en particulier si le Conseil de sécurité dit que l'intervention est possible. Je crois qu'il est important également de considérer l'aspect prévention. Là encore, on n'est pas dans le droit strict, mais il y a beaucoup que les organismes humanitaires peuvent faire en matière de prévention. Quelqu'un d'autre? Oui, toujours sur le plan de la souveraineté, ce qu'on a tendance à oublier quand on considère la R2P, c'est que c'est avant tout une responsabilité des États que de protéger leur propre population. Et très souvent, on dit que l'R2P viole la souveraineté, mais ce n'est pas forcément le cas quand c'est à l'intérieur d'un État. Le secteur des ONG peut certainement faire un certain nombre de choses et il devrait en faire plus. Il faut intervenir à différents niveaux, particulièrement au niveau national, et on peut utiliser cet outil et devenir les yeux et la voix de l'humanité. C'est une chose que nous a dit Roméo Dallaire hier, ici même à Ottawa. Et cela peut influencer l'opinion publique, dont on a besoin de l'appui, bien sûr, et éduquer le public sur la nature de cette responsabilité de protection. Vous avez quelque chose, Clémentine? Non? Qui, ailleurs, dans la salle ou en ligne, veut poser des questions ou remettre en cause une assertion qui aurait pu être faite, qui ne leur convient pas? Moi-même, j'aurais une question à poser. Nous avons parlé de l'approbation du Conseil de sécurité pour légitimer une action ou une mesure, mais en 1999, un certain nombre d'ONG demandaient au gouvernement d'intervenir et Kofi Annan a dit c'est peut-être juridiquement inacceptable, mais moralement, il faut intervenir. Là, on peut dire la même chose de la Syrie. À plusieurs reprises, on a cherché à faire imposer des mesures contre la Syrie qui ont été bloquées. Et le Conseil de sécurité est non seulement un organisme juridique, mais un organisme hautement politisé. Et donc, il faut tenir compte de cet aspect qui est des fois paralysant. Je poserai la question également, y a-t-il des exemples dans ce que vous avez fait, par exemple dans la prévention des atrocités, ou bien, par exemple, l'aide alimentaire est-il une forme de protection? Absolument. Il faut mieux gérer les ressources dans des pays où il y a des tensions. Ça fait partie de la R2P. Quels sont les pays qui serait un exemple lorsqu'on parle des intervenants, des acteurs, et qui font des travaux qui sont en bordure de la R2P, par exemple, et qui sont quand même de la protection des citoyens. Par exemple, au niveau des forces de police ou du travail des ministères d'un pays donné, il peut y avoir des interventions. Au Kenya, en 2012, avant les élections, il y avait eu des interventions policières, enfin la police était prête à intervenir au cas où il y aurait des événements dangereux pour la population. Suite à cette question, je trouve qu'il est difficile de justifier que tout doit passer par le Conseil de sécurité alors qu'il a des pouvoirs pratiquement limités, en particulier en raison du veto de la Russie. Alors toutes les interventions légitimes doivent passer par le Conseil de sécurité et c'est un cul-de-sac. Oui.
En ce qui concerne l'aspect juridique, la question qui se pose, c'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais. C'est comme toute action, toute mesure, chacun a droit à son opinion, mais il ne faut pas essayer de maquiller les faits et de les rendre politiquement corrects. Les choses sont ce qu'elles sont. C'est vrai que les interventions, quelquefois, peuvent aller à l'encontre de certaines opinions. Regardons ce que nous faisons. Quels sont les principes que nous suivons? Le professionnalisme, travailler de façon professionnelle pour assister une assistance efficace et opportune. Ce serait intéressant que ce soit toujours comme ça. Par exemple, il faut aider les gens qui sont menacés par l'Ebola. Mais voyons les choses comme elles font. Il faut faire notre travail et bien le faire. Alors, nous allons certainement continuer de le faire, mais il faut être professionnel dans ce que nous faisons. Et l'impact, on peut l'espérer, risque de limiter l'incidence des conflits sur la population. Mais nous travaillons dans des zones de conflit, mais nous ne travaillons pas sur le conflit. Et nous devons avoir un effet positif dans ce que nous faisons pour empêcher la situation d'empirer pour la population. Par exemple, quand on fournit une assistance humanitaire à une population de réfugiés dans une zone donnée, il faut s'assurer que ça ne va pas créer de violence avec la communauté locale. C'est pas un principe de R2P, c'est une question de professionnalisme, là encore, et s'assurer qu'on respecte bien le principe visant à ne pas porter préjudice à qui que ce soit. Le R2P, c'est surtout la prévention. Il s'agit d'empêcher que des choses dangereuses se produisent pour les populations. Et les gouvernements donnent beaucoup d'argent aux ONG, à MSF, à Oxfam, à d'autres qui travaillent dans des régions où des atrocités massives ont lieu ou sont susceptibles d'avoir lieu. Et le principe du R2P, c'est essentiellement la protection de la population civile dans des zones de conflit ou de conflits potentiels. Je pense à moi-même quand j'ai des populations réfugiées, cela faisait partie de la protection de la population civile. C'était des gens qui étaient potentiellement soumis à la violence et il y a quelquefois une contradiction entre l'aide humanitaire et les formes de protection. On n'est pas toujours sûr que ça en fait partie. Si je prends MSF, par exemple, un de mes collègues récemment m'a dit que lorsqu'il traite des patients, il ne fait pas de différence entre de quel bord sont ces patients et il traite tout le monde. Et cela, ça permet également d'empêcher les conflits. Je sais qu'on ne considère pas que c'est R2P, mais il faut effectivement rester strictement impartial dans ce genre de situation. Il y a une question sur les médias sociaux. Apparemment, je vois un signal lumineux, mais je ne sais pas en quoi consiste cette question. La voici. Apparemment, du côté R2P, on s'intéresse à la coercition militaire. Alors, comment s'engage-t-on sans faire appel à la force? Voilà une question fort intéressante. Qui veut briser la glace? Oui. Je crois que
sur le plan de la prévention, il ne peut être question de coercition. Il y a toutes sortes de choses que l'on peut faire sans recours à la force, y compris la formation des militaires, des forces de police, au niveau international également. On peut aider les États dans leur mission de protection des populations. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Et également, il convient de parler qu'il peut y avoir des déploiements militaires sans usage de la force véritable, sans coercition. Et je crois que la question est tout à fait valable et il y a toutes sortes de moyens qui peuvent être développés sans recours à la force. Et essentiellement, je dirais tout simplement pour conclure que c'est la prévention, qui est le moyen le plus intéressant de ce côté-là. Il faut également éduquer le public, l'informer ainsi que les médias sur la part qui est la sienne pour faciliter la prévention. L'invasion de l'Irak également n'a pas aidé ceux qui étaient sur place pour fournir l'aide humanitaire. Et en cas d'intervention, il nous faut développer nombre de programmes R2P et je pense que les ONG ont un rôle à jouer à cet égard. Mais il faut également développer davantage de programmes. À cet égard, il y a des gouvernements qui ont demandé de l'aide extérieure dans des situations d'instabilité ou de groupes armés ou tout simplement pour gérer la diversité. Le conseiller spécial R2P des Nations Unies est venu à Ottawa au ministère des Affaires étrangères et à l'immigration pour voir comment on peut gérer la diversité et l'inclusion. Donc, il y a un certain nombre d'organismes maintenant qui fournissent du financement aux ONG pour faire des travaux dans ce secteur-là et pour monter des programmes, des projets de prévention pour les pays qui sont à risque. Mais il n'y en a pas beaucoup dans l'état actuel des choses parce que ce n'est que le début. Par exemple, il y a eu USAID et c'était la communauté des ONG, qui s'adressait à USAID pour pouvoir recevoir de l'aide financière. Parce que quand ça ne marche pas, ça élimine les projets humanitaires et ainsi de suite. Et les problèmes ne peuvent qu'augmenter. Et hier, dans la discussion, quelqu'un a dit que lorsqu'il y a un conflit qui se produit et des atrocités, il faut un cycle de 25 ans pour sortir du trou. Et cela neutralise l'aide au développement et toutes sortes d'autres activités. Donc, si l'on peut intervenir plus tôt, contenir la violence et prévenir les atrocités, les résultats ne peuvent que s'en ressentir pour le mieux. À plusieurs reprises, nous avons dit qu'il fallait faire davantage de recherches sur le ratio coût-bénéfice et qu'il fallait porter l'accent sur la prévention. Et une autre chose que j'ai remarqué dans les présentations aujourd'hui, ainsi que dans la recherche, c'est que les groupes de la société civile sont très intéressés par la prévention des atrocités, dans la mesure où, en particulier, elles ont généralement de bonnes relations avec des organismes régionaux et subrégionaux. Des fois, ils sont mieux placés que les gouvernements. Cela donne un certain potentiel, mais c'est une nouvelle norme sur laquelle il nous faut travailler. Et l'un des problèmes majeurs, c'est que les ONG ne réalisent pas toujours, là encore, qu'il s'agit d'une responsabilité partagée et non pas réservée aux États. Alors, puisque personne ne pose de questions, je vais continuer à en poser. On a eu le cas de la Libye, maintenant il y a la Syrie pour lequel il n'y a pas eu d'action, pas d'intervention, et le conflit n'a fait que perdurer et empirer. Alors, est-il approprié de parler de l'inaction en cas de situation de violence? Nous avons
un exemple que regarder ne suffit pas et que les choses ne font qu'empirer dans ces situations. Qui veut intervenir? J'essayais de préciser les choses dans ma présentation, parce que l'une des difficultés, c'est que l'on ne peut qu'évaluer et regarder ce qui s'est produit. On ne peut pas se poser des questions du style que se passerait-il si je sais ce qui s'est passé en Libye, en République centrafricaine aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui se serait produit si on était intervenu en Syrie. Et c'est l'une des difficultés qu'il y a à évaluer les impacts pour savoir en particulier si le R2P fonctionne, parce qu'on sait tout de suite quand ça marche pas. Si vous revenez au rapport de la Commission, on a évalué la proportionnalité, le principe de proportionnalité dans certains cas, c'est-à-dire il faut pouvoir estimer les résultats d'une intervention ou d'une non-intervention ou d'autres options. Et quelquefois, il y a ces sortes d'options possibles à prendre en ligne de compte, intervention, non-intervention, pression, etc. Donc, ce cadre, ces principes du R2P peut nous aider sans pour autant fournir des réponses définitives dans tous les cas de figure. Et depuis 2011, on a fait pression sur les organismes civils pour qu'ils participent, mais je crois que il faut intervenir à toutes les étapes avant même que n'éclate la violence. Et là encore, le succès, les probabilités de succès sont variables. Et alors même si ça ne fournit pas de réponse automatique et généralisée, l'intervention peut toujours aider compte tenu des options qui s'offrent. L'un des sujets qui a été soulevé et qui est difficile à aborder, par exemple pour les ONG, c'est lorsqu'il s'agit de fournir une assistance sur place, c'est que souvent on n'a pas accès aux gens que l'on voudrait aider. On l'a vu au Darfour, le tribunal international a voulu poursuivre le président du Soudan et là, ils ont banni les ONG et c'est la population qui en a payé les conséquences. La même chose en Birmanie, les ONG ont voulu aider la minorité Rohingya musulmane en Birmanie, qui n'avaient pas le droit de se déplacer. C'était une situation extrêmement difficile. Y a-t-il d'autres cas, d'autres situations du genre dans lesquelles les gouvernements ont évincé, éliminé les ONG qui demandaient justice pour des populations menacées? En fait, c'est une question à laquelle pourrait peut-être répondre les Médecins sans frontières. En fait, on essaie de faire la distinction. En fait, lorsqu'il y a possibilité de confusion, par exemple, pour ceux qui participent au conflit ou qui sont perçus comme étant partie du conflit, la perception, c'est qui importe le plus et non pas la réalité. Les Nations unies sur le terrain ne sera peut-être pas parti à un conflit, mais sera perçu comme étant, comme ça s'est passé à plusieurs reprises, comme étant un parti au conflit ou pas impartial ou enfin. Donc il est important de s'éloigner de ces perceptions, faute de quoi, en fait, vous serez également ciblé. Donc, c'est la perception qui compte, d'où l'importance du comportement sur le terrain. Donc, il ne s'agit pas forcément d'avoir un mandat d'arrestation qui vise un président pour qu'on intervienne dans un air où
il y a en fait les médias qui vont façonner la perception, et ça peut changer la donne. Donc ce genre d'organisme doit formuler ce genre de relation ou rapport avec Médecins sans frontières sur le terrain. Comme on l'a vu en Birmanie, au Soudan et au Soudan du Sud, les organismes humanitaires sont ciblés et même attaqués. Donc il faut mieux bâtir les rapports sur le terrain, puisque nous sommes un peu marginal, si vous voulez, à ce qui se passe sur le terrain. En fait, notre responsabilité, c'est d'intervenir auprès des ONG qui n'ont pas voix au chapitre, mais qui veulent influer l'opinion publique canadienne ou les opinions des décideurs politiques. Donc parfois, on va rédiger des chroniques qui paraîtront dans les journaux, etc. En fait, ce panel est censé avoir une vue prévoyante, enfin une vue axée sur l'avenir, dans l'attente de la conférence qui aura lieu la semaine prochaine, l'année prochaine. Quel rôle peuvent jouer les ONG canadiens et que pouvons-nous faire à l'avenir que nous ne faisons pas à l'heure actuelle? Avez-vous des idées ou est-ce que c'est trop controversé comme question? Bon, j'ai fait valoir la possibilité d'avoir recours à de nouvelles technologies et je pense que ça vaudrait la peine de s'y pencher davantage. À titre d'exemple, l'imagerie par satellite, on peut prendre connaissance de ce qui se passe en temps réel grâce à ces outils. Et on pourrait donc venir en aide aux organismes humanitaires sur le terrain en ayant recours à ces technologies presque en temps réel, en fait. En fait, aux États-Unis, tant aux États-Unis qu'en Europe, il y a des organismes humanitaires qui sont fortement numéroisés, qui ont recours de plus en plus à de la technologie pour réduire les coûts. Par exemple, faire appel à des drones pour savoir s'il y a des personnes déplacées ou des dégâts. Et je ne sais pas si au Canada, si on tient compte de ces possibilités d'avoir recours à ces technologies. Donc tout est accédé par le web et relie tant les États-Unis que l'Europe. Le gouvernement canadien ne finance pas ce genre de technologie. Et nous voulons mettre en valeur ces technologies à notre organisme pour nous permettre à nous-mêmes de mieux intervenir, de même que les ONG sur le terrain. Voulez-vous vous y aventurer? Voulez-vous soulever vos préoccupations à propos d'un conflit actuel? Je viens du programme sur le climat et les eaux. En fait, il ne s'agit pas de programme contre le risque et la prévention. On a recours aux réseaux cellulaires et mobiles, aux réseaux autonomes, à notre organisme. Il s'agit de systèmes d'avertissement comme avertissement de cyclones, etc. Et tous ces programmes sont financés même par le gouvernement canadien. Mais ce sont des programmes à l'échelle locale. Alors en fait, l'ACTI, en fait les affaires étrangères, ne sont pas les seuls
faire ce genre de travail. Donc c'est bien de savoir que d'autres piliers du gouvernement, d'autres intervenants contribuent à ces efforts technologiques. Vous êtes en Europe. Y a-t-il des exemples d'ONG européens qui, en fait, qui ont recours à des technologies de fine pointe? En fait, je m'y connais pas, enfin, je m'y connais plus ou moins bien, mais il y a certaines ONG qui déploient des efforts à cet égard. Il y a également des organismes partenaires qui, en fait, qui s'intéressent à ces questions. Allez-y, monsieur. Fraser Raleigh King, Conseil canadien pour la coopération internationale. Est-ce que certains des conférenciers pourraient répondre à la question suivante? Si on intervient sur le terrain et par conséquent on met en péril notre impartialité, que pouvons-nous faire? À savoir, par exemple, le traité sur les armes. On discute très peu de la loi contre le terrorisme et d'éventuels impacts sur les acteurs humanitaires qui pourraient mettre en péril, par exemple, la vie de ces acteurs dans les milices armées, pour contrer les milices armées, par exemple. Qu'en est-il de la conjoncture politique et que pouvons-nous faire pour améliorer la situation sur le terrain? Si vous voulez vous y aventurer, en fait, la prolifération des armes, c'est un des indicateurs les plus révélateurs en ce qui concerne les atrocités armées. Donc, oui, justement, on doit avoir un autre mot à dire en ce qui concerne le traité portant sur les armes. Mais il y a encore du pain sur la planche, et vous avez raison à cet égard-là. Si vous permettez, en ce qui concerne la responsabilité à protéger, c'est le Canada qui a joué le rôle de chef de file. Le président de l'Université d'Ottawa, Alan Rock, était ambassadeur aux Nations Unies et il a convaincu toute la communauté internationale à ratifier cela. Mais depuis la défaite des libéraux, le RAP est devenu un principe qu'on ne défend plus. Donc le Canada, il y a 45 pays amis du RAP qui continuent à défendre le RAP, à l'exception du Canada. Bon, il y a le conflit en Syrie qui perdure, les efforts humanitaires traînent de la patte et ils n'arrivent pas à composer avec l'envergure de ce conflit humanitaire. Donc il faut s'attaquer à la cause racine, à la cause profonde plutôt de cette violence et non pas trouver des solutions ponctuelles. Alors pourquoi le Canada ne participe plus à la promotion de ce qui est à l'heure actuelle une norme internationale et la Cour internationale a poursuivi en justice, condamné les actions de 3 ou 4 chefs d'État, alors qu'au Canada, notre gouvernement se fait très discret sur ces questions. Bon, en Syrie et à la République africaine centrale, on fait la gestion de crise simplement. On donne de l'argent et on ne s'attaque pas aux causes profondes. La gestion des crises, ça aboutira pas à grand-chose au bout du compte.
Il me reste 2 minutes. Si vous avez des questions, non? Bon, mon institut continue à créer un groupe qui s'appelle un groupe interparlementaire pour la prévention des atrocités et les crimes contre l'humanité. Ça a été présidé à l'époque par Roméo Dallaire. C'est une tribune où on peut faire participer tous les politiciens pour discuter de les crimes contre l'humanité et ainsi de suite. Donc, je vous encourage à participer à ce processus et à exercer des pressions sur les députés. Il y a en fait une question des médias sociaux. Quel est l'avenir du R2P à la lumière du pouvoir émergent de la Chine et de la doctrine comme elle est en ce moment aux yeux du Conseil de la sécurité? Bon, très rapidement, s'il vous plaît. Iman, vous voulez vous lancer? On ne sait pas ce que l'avenir nous présente, mais c'est une doctrine qui est assez pertinente, toujours à mon sens. Il y a un nombre important d'organismes qui défendent ce principe de R2P. Alors, je pense que c'est un principe qui est toujours pertinent et les gouvernements l'ont accepté dans le cadre du document de 2015 sur les résultats. R2P, en fait, il s'agit des intérêts de chacun des pays. Donc, la Chine ne va pas intervenir, bien évidemment, en Syrie, mais ils sont prêts à envoyer des gardiens de la paix dans le Soudan, par exemple, parce que, bon, il y a de l'ivoire qu'on peut trouver dans ces pays-là. Donc, c'est vraiment là où les pays ont des intérêts dans ces autres pays. Même si, enfin, l'objectif le plus important, c'est de prévenir les atrocités. J'espère que ce ne sera pas une approche intégrée comme formule. Je vous remercie d'avoir participé à ce panel et j'espère pouvoir vous revoir à l'avenir.